Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix Yin. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question de Phaeton. Alors, Phaeton dit « Mon père souffre d'une maladie chronique, mais est aussi hypocondriaque et se positionne dans le rôle de la victime depuis 13 ans. Il se plaint tout le temps depuis 13 ans. J'essaye d'éviter tout contact avec lui car il draine mon énergie. » Et l'analyse de Phaeton par rapport à cette situation est la suivante. Elle nous dit « Mon père souffre de la blessure d'abandon et comme je suis hypersensible, ses plaintes et sa négativité me vont droit au cœur. L'environnement dans lequel je suis m'empêche d'avancer. » Et voici sa question. Dois-je faire un travail sur moi-même pour ne plus être aussi touchée par le comportement de mon père ou dois-je déménager? J'ai envie de quitter la maison, mais j'ai peur que ce ne soit pas la bonne solution et que ce soit une fuite en avant. Bien entendu, Phaeton, je n'ai pas la réponse à la question parce que la réponse est en toi. En revanche, je vais te donner quelques pistes de réflexion. Je vais partager ma vision de la situation et ça pourra peut-être t'aider toi et vous aider vous aussi qui êtes à l'écoute de cet épisode de La Voix Yin. Et avant de parler de ces quelques pistes de réflexion, j'aimerais déjà dire à Phaeton un grand bravo. Bravo de ne pas essayer de changer ton père et bravo de mettre tout ton focus sur ce qui est entre tes mains, en ton pouvoir, c'est-à-dire soit un travail sur toi-même, soit prendre la décision de déménager. Comme le dit si bien Eckhart Tolle, si une situation ne te convient pas, change-la. Si tu ne peux pas la changer, accepte-la. Et si tu ne peux ni la changer ni l'accepter, quitte-la. Tout le reste n'est que folie. La première piste de réflexion que je propose, c'est justement cette posture de victime. Donc Phaeton parle de rôle de la victime que son père a depuis 13 ans. Eh bien, à ce sujet, je vais partager avec vous ma vision que j'ai de ce fameux triangle de Karpman, le triangle victime, persécuteur, sauveur, dont il est souvent question dans les relations. Je vais donc partager avec vous ma vision qui est légèrement différente de celle qu'on connaît habituellement, parce que pour moi, ce triangle regroupe en réalité 3 victimes et non une victime, un persécuteur et un sauveur. Je m'explique. La victime de Karpman, c'est ce que j'appelle la victime narcissique. Et alors attention, ça n'a aucun rapport avec la perversion narcissique. La victime narcissique est une victime qui cherche à attirer l'attention sur elle-même. C'est une personne qui a besoin de beaucoup d'attention et de beaucoup d'énergie des autres. Elle a besoin d'être au centre de l'attention. La victime narcissique est en mode réception, c'est-à-dire qu'elle ne va pas activement voler de l'énergie chez les autres. En revanche, elle va se mettre dans une posture telle qu'elle incite les autres à lui donner de l'énergie. Et cette énergie, ça peut être de l'attention, mais ça peut être aussi de l'argent, des cadeaux, etc., etc. La victime narcissique souffre d'une blessure d'insécurité. Il existe 2 blessures d'insécurité. La première, c'est la blessure d'abandon et la deuxième, c'est la blessure de rejet. Et quand on est dans cette posture de victime narcissique, on va se plaindre, ce qui va activer chez les autres peut-être de la pitié ou peut-être de la culpabilité. La victime narcissique peut être également extrêmement gentille, mais c'est une gentillesse qui, à mon sens, est un peu toxique parce qu'en fait, ce n'est pas une gentillesse avec une intention juste d'être gentil, mais c'est une gentillesse qui a envie de recevoir. Et les plaintes ne sont pas là pour trouver une solution, les plaintes sont là pour récupérer de l'énergie de chez les autres. Les victimes narcissiques peuvent ne pas se rendre compte de ce qu'ils et elles sont en train de faire. Et de ce fait, il est vraiment inutile d'essayer de leur faire prendre conscience de ce qui se joue, parce que quand on est dans cette posture de victime narcissique, on est en tel manque d'énergie qu'on ne peut pas être dans des conditions d'écoute et de compréhension de ce qui se joue. On est vraiment dans une position de manque d'énergie et on a juste besoin que quelqu'un nous donne quelque chose, de l'attention, de l'argent, des cadeaux, du temps, de l'affection, de la tendresse, etc., etc. Phaeton, dans son partage, explique que son père se plaint tout le temps depuis 13 ans. Elle partage également qu'elle pense qu'il souffre de la blessure d'abandon.
Il est possible que le père de Phaeton soit dans cette posture de victime narcissique, et c'est une posture qui est délicate pour les autres, notamment pour les personnes hypersensibles, comme Phaeton d'ailleurs justement, qui tendent à être peut-être parfois dans la culpabilité ou parfois dans la pitié et qui vont de ce fait donner de l'énergie à l'autre. Donc ici, je m'adresse à toi, Phaeton. Si tu sens de la pitié ou de la culpabilité, sache qu'il est possible que tu sois toi-même dans la posture de la victime sacrificielle ou silencieuse. Cette victime sacrificielle ou silencieuse, c'est l'équivalent du sauveur de Cartman. Quand on est dans cette posture, on va donner de l'énergie par pitié ou par culpabilité. Et souvent, lorsqu'on est dans cette posture de victime sacrificielle, on souffre d'une blessure d'oubli de soi. Il existe deux blessures d'oubli de soi, la blessure d'humiliation et la blessure d'invisibilité. Si c'est le cas, Phaeton, si vraiment tu ressens soit de la pitié, soit de la culpabilité ou peut-être un peu des deux, alors oui, il serait bon d'aller explorer ce qui se joue en toi en lien avec l'une des deux blessures d'oubli de soi ou peut-être même des deux. Autant la posture de victime narcissique appartient à ton père, autant la posture de victime sacrificielle ou silencieuse t'appartient. Et puis, même si cette posture n'est pas évoquée dans le partage de Phaeton, je voudrais parler de la troisième position dans le triangle de Karpman, qui est celle du bourreau ou du persécuteur, que moi j'appelle la posture de victime vindicative. En fait, la posture de la victime vindicative va conduire la personne à chercher à prendre de l'énergie de force. Face à une personne qui est dans cette posture de victime vindicative, il est important de savoir comment protéger son énergie. Parce qu'en effet, cette personne va tenter de récupérer de l'énergie de force de plusieurs manières. Je vais en citer quelques-unes pour illustrer mes propos. Par exemple, la première méthode, c'est la méthode des microchocs émotionnels. Alors, qu'est-ce que j'entends par microchoc émotionnel? C'est par exemple lorsque l'autre en face de nous a un comportement imprévisible. Par exemple, il va nous dire beaucoup de compliments, nous, on va s'ouvrir, on va être bien, on va ouvrir le cœur, et puis soudainement, mais alors vraiment sans crier gare, la personne va nous dire quelque chose de blessant. Par exemple, c'est la nouvelle robe est très jolie, la couleur est magnifique, mais dommage, elle te grossit. Donc, vous voyez, ici, on s'ouvre avec les compliments, on s'ouvre avec les mots gentils, et puis soudainement, on a ce choc, ce micro-choc émotionnel parce qu'on ne comprend pas trop ce qui se passe généralement, parce que ce n'est pas quelque chose de très, très, très méchant, mais c'est quand même quelque chose de blessant. Ce micro-choc émotionnel va générer une déperdition d'énergie que l'autre va récupérer. Une autre méthode pourrait être de nous faire peur, parce que la peur génère également de la déperdition d'énergie. Et une autre manière encore de nous voler de l'énergie de force, c'est de nous mettre en colère. Lorsque la personne nous attaque et fait tout pour nous mettre en colère, ce qui se passe, c'est que dès que nous nous mettons en colère, il y a comme un canal d'énergie qui s'ouvre et que l'autre va pouvoir récupérer. Les personnes qui sont dans cette posture de victime vindicative souffrent souvent de blessures de désillusion, soit la blessure d'injustice, soit la blessure de trahison. Et si on revient au partage de Phaeton, il est possible que le père de Phaeton soit dans cette posture de victime narcissique, tandis que Phaeton soit dans cette posture de victime sacrificielle ou victime silencieuse. Mais bien sûr, et là je m'adresse à toi, Phaeton, ne prends que ce qui résonne en toi et valide tes propres vérités depuis tes expériences intérieures. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on reste dans ce triangle, dans ce fameux triangle de Karpman ou ce fameux triangle des trois victimes? Eh bien, ça va dépendre de la posture qu'on occupe. Si on est dans la posture de la victime narcissique, alors on va très bien parce qu'on est en train de récupérer de l'énergie et tout ce qu'on fait va nous permettre de récupérer de l'énergie. Donc, on est entre guillemets gagnant dans la situation. Lorsqu'on est dans la posture de la victime vindicative, on récupère aussi beaucoup d'énergie. On la prend même de force. Donc, on va bien aussi. Des trois postures de victime, c'est la victime sacrificielle ou silencieuse qui, elle, va perdre de l'énergie. Et c'est pour ça qu'il est très habituel qu'une seule personne occupe en fait les trois postures, selon les situations, selon le moment et aussi selon le niveau d'énergie. Parfois, on est dans la victime sacrificielle, on donne beaucoup à tout le monde
Et puis un jour, on se met en colère et on passe à la posture de victime vindicative. Et là, on va récupérer de l'énergie, de force, parce qu'on en manque tout simplement. Et parfois encore, on va basculer dans la posture de victime narcissique pour inciter les autres à nous donner de l'énergie. Mais réellement, il n'y a pas de gagnant à ce jeu-là. Ce ne sont pas des postures dans lesquelles on peut être serein, tranquille, épanoui et heureux. La seule manière d'être serein, tranquille, épanoui et heureux, c'est d'être à l'extérieur de ce triangle, c'est de cesser ce jeu. Et notamment si on est dans la posture de la victime sacrificielle. Je vais utiliser une métaphore, j'adore utiliser les métaphores. En fait, donner de l'énergie par pitié ou par culpabilité, ça revient à faire un don d'énergie de la même manière qu'on ferait un don du sang. Mais là, ce que l'on donne, c'est comme si on donnait l'équivalent de 3 litres de sang par jour en don. Vous imaginez un petit peu l'état dans lequel on peut être après ça. Eh bien, donner en permanence de l'énergie par pitié ou par culpabilité, c'est exactement la même chose. On est épuisé au final. Il est vrai qu'on peut rester à l'extérieur du triangle en conscience, mais lorsque l'on vit avec quelqu'un, c'est difficile de rester tout le temps à l'extérieur du triangle. Et parfois, l'autre a tellement besoin d'énergie que ça en devient véritablement épuisant de résister à son appel. Alors, tout comme on peut faire un don de sang régulièrement, on peut aussi faire un don d'énergie régulièrement, à condition de prendre soin de son énergie et de ne pas trop s'épuiser. Une fois ceci posé, je vais pouvoir répondre à la question de Phaeton. Mais avant cela, je vais la relire. Donc, elle nous dit: dois-je faire un travail sur moi-même pour ne plus être aussi touchée par le comportement de mon père ou dois-je déménager? Mais elle dit aussi: j'ai envie de quitter la maison, mais j'ai peur que ce ne soit pas la bonne solution et que ce soit une fuite en avant. Derrière cette deuxième phrase, j'entends bien que Phaeton aspire à quitter le foyer familial. Mais on dirait que c'est comme si, Phaeton, tu avais besoin juste d'une validation extérieure ou bien d'un encouragement à quitter la maison en toute sérénité. Tu parles de peur que ce ne soit pas la bonne solution et que ce soit une fuite en avant. Je te pose la question, y a-t-il de la culpabilité à quitter la maison? Y a-t-il une peur de laisser tomber ton père? Et peut-être même une peur de laisser tomber les autres habitants et de les laisser même peut-être seuls face à ton père, ses plaintes et sa négativité. Prends le temps vraiment d'écouter ce qui se joue en toi et de noter toutes les émotions qui remontent, qui apparaissent lorsque tu es connecté à ton envie de quitter la maison. Alors, par rapport à la question, dois-je faire un travail sur moi-même ou bien dois-je déménager? J'ai envie de dire que tout d'abord, oui, il serait peut-être bon d'aller explorer ta blessure d'oubli de soi, peut-être cette blessure d'invisibilité qui a besoin de guérir, mais ce qui est important de comprendre, c'est que le travail sur toi ne va pas t'amener à accepter la situation dans le sens de résigner, parce que la résignation, c'est comme une forme de concession, et chaque concession, elle aussi, va drainer de l'énergie. Donc quand on parle d'acceptation, c'est juste l'accueil de ce qui est. Certes, ça, ce serait magnifique. Mais l'acceptation dans le sens travailler sur moi pour ne plus être sensible, là, c'est comme si on avait besoin de se faire violence pour se résigner et accepter une situation qui ne nous convient pas du tout énergétiquement. Donc, ce que je te suggère, Phaeton, de faire, c'est déjà de prendre conscience de l'éventuelle présence de pitié ou de culpabilité et puis d'explorer ce qui se joue derrière tout ça, peut-être une blessure d'invisibilité qui a besoin d'être guérie. Et d'un autre côté, avant de déménager, ce que je te suggérerais de faire, c'est de te désolidariser de ce triangle. Se désolidariser va permettre de cesser d'être dans le triangle, de cesser d'occuper cette posture de victime silencieuse, ce qui va permettre de protéger, de sauvegarder sa propre énergie. Se désolidariser, c'est rendre le pouvoir de l'autre à l'autre. Chacun de nous est responsable de son bien-être et de son bonheur. Personne n'a à sauver l'autre. Bien évidemment, on peut aider les autres, mais pas les sauver. On peut se désolidariser en déménageant. On peut aussi se désolidariser en restant sur place. Mais il est vrai que c'est beaucoup plus
difficile de couper énergétiquement à 100% tout en restant. C'est vrai que déménager, ça peut faciliter, mais ce n'est pas une obligation. L'idée est vraiment de prendre de la distance et puis ensuite de tester, de revenir et de tester jusqu'à trouver la bonne distance. Parce qu'il y a des personnes qui ont un comportement qui est toxique pour nous, et là, on peut vraiment mettre une grande distance, mais il y a des personnes où on ne peut pas être trop loin ou loin trop longtemps. Donc, c'est là où on a besoin vraiment de trouver la juste distance. Et pour la trouver, il faut vraiment faire des essais. Il n'y a pas une formule toute faite, malheureusement, il faut faire des expériences. C'est un peu comme quand on doit trouver la bonne distance avec un point de chaleur. Eh bien, chacun va trouver son point, sa distance confortable. Les frileux vont être plus proches et puis ceux qui craignent moins le froid vont être plus éloignés. Et l'idée, c'est vraiment de trouver la juste distance pour soi. Et puis, j'ai envie de terminer cet épisode avec une phrase que j'emprunte de Franck Lobvé qui dit « Si vos enfants sont ingrats, félicitez-vous, c'est que vous avez fait du bon travail. » Des enfants ingrats, ce sont des enfants qui prennent pleinement leur envol, qui vivent pleinement leur vie. Alors, est-ce qu'on peut déménager? Est-ce qu'on peut s'éloigner en toute sérénité? Oui, absolument. Phaeton, quoi que tu décides, vis pleinement ta vie pour toi-même. Investis ton énergie dans ce qui est le plus important à tes yeux, dans tes priorités de vie, et prends bien soin de toi et de ton énergie. C'est tout pour aujourd'hui les amis, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!